Nicolas Mathieu, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. La médiathèque Georges Sand d'Enghien-les-Bains et le Centre des Arts a le grand plaisir de vous accueillir pour évoquer votre recueil de textes intimes, Le ciel ouvert, paru en février dernier aux éditions Actes Sud. Ces textes, initialement publiés sur les réseaux sociaux, sont enrichis par les dessins très singuliers d'Aline Zalco. Cette œuvre poétique et autobiographique sur les amours, puisqu'il y est question de, je dirais, plusieurs régimes amoureux, un homme pour une femme, mais aussi d'un père pour un fils et un fils pour un père, entre autres, offre à vos lecteurs une forme nouvelle et intrigante, à la fois littéraire et technologique, qui étonne. Vous nous direz alors ce dont il s'agit là, vos motivations premières, mais aussi et surtout si cette expérience aura eu un quelconque impact, je dirais, sur votre façon d'écrire. C'est ma première question, en fait, que je m'autorise à poser avant les propos. Puisqu'effectivement, Nicolas Mathieu, pour nous tous, vous êtes d'abord un romancier avec un premier ouvrage, Aux animaux la guerre, situé entre le polar et le roman social, paru il y a 10 ans, pratiquement jour pour jour, aux éditions Actes Sud également. Puis, un deuxième roman, Leurs enfants après eux, qui obtient le prix Goncourt 2018, sera traduit dans plus d'une vingtaine de langues et dont l'adaptation cinématographique, je pense que Simon reviendra là-dessus, présentée en compétition officielle à la Mostra de Venise 2024 et qui sortira dans 3 semaines, le 4 décembre prochain. En 2022, il y a eu aussi Connemara, qui a rencontré un vif succès. Il est bon d'évoquer aussi, même rapidement, vos albums illustrés pour la jeunesse, qui ont aussi jalonné votre parcours d'écrivain ces dernières années. La grande école, Le secret des parents, Papa en 2022. Et voilà, quitte à paraître peut-être trop élogieuse, mais je me lance tout de même en tant que médiathécaire et parce que c'est aussi le cœur de notre métier de développer la mission de lecture, développement de la lecture publique. Voilà, je tenais à vous remercier pour votre apport à la littérature contemporaine, cette puissance littéraire et poétique qui caractérise vos écrits, cette manière de raconter nos existences à tous, cette manière, je dirais, très sensible et juste, dans le détail et toujours avec transparence, élégance et magnanimité. Quel régal de vous voir à l'œuvre dans votre laboratoire, Nicolas Mathieu, à fouiller l'immensité du lexique que nous offre la langue française pour exprimer votre farouche volonté d'écrire pour tous, je dirais de façon exigeante, mais jamais hermétique. Nous sommes livrés en mots, merci beaucoup, et votre armée atteint toujours sa cible. Oui, c'est une déclaration. Et pour notre plus grand plaisir, il y avait la quête de la phrase parfaite chez Flaubert, il y a celle du paragraphe parfait grâce à vous. Merci pour ces leviers d'émancipation, cette écriture, ces lectures, cette augmentation de vie que vous nous offrez. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et tous. Voilà, on va commencer donc par une question simple. Qu'est-ce que ce ciel ouvert en fait de ce livre? Est-ce que c'est une correspondance à un horizon d'émotion? C'est un livre, c'est-à-dire que c'est pas seulement une accumulation de textes, une collecte des textes qui ont été postés sur Instagram. C'est vraiment quelque chose qu'on a conçu comme un livre, avec un début, une fin, des effets de miroir, de résonance,
un sens, des rotations, et qui a été un peu conçu. Après, je reviendrai sur d'où viennent ces textes, mais si vous voulez, pendant 4 ou 5 ans, j'ai dispersé sur les réseaux sociaux des paragraphes qui sont à la fois des blocs de sens et de sensibilité, parce que c'est quand même ça qu'on essaye de faire quand on écrit un texte, c'est d'affecter d'autres corps que le nôtre avec des mots. Mais il ne s'agissait pas de faire quelque chose qui soit comme un coup d'épuisette dans Instagram pour ramasser tout ça et accommoder les restes. Donc on a conçu un livre avec Emmanuelle Lay, qui est éditrice, et puis Aline Zalco, qui est illustratrice. Il fonctionne un peu, ce livre, à la fois comme un beau livre, comme un livre de poésie et comme une petite chapelle. C'est-à-dire qu'il a ces gros blocs de textes très denses qui font les murs, les fondations. Et puis à travers la lumière qui passe par les vitraux que sont ces illustrations assez flamboyantes. Donc voilà pour l'objet. Crépusculaire aussi. Ouais, aussi oui. C'est-à-dire que le bouquin, il s'ouvre sur une phrase de Victor Hugo qui est j'appartiens sans retour à cette sombre nuit qu'on appelle l'amour. Voilà. Parce que souvent, on associe l'amour à quelque chose de fondamentalement positif, et non, c'est très compliqué l'amour, et c'est pas seulement positif. L'amour, c'est une passion, c'est un affect. Il n'est ni bon ni mauvais. Il s'y passe tout ce qui concerne le devenir humain. Il est traversé par du social, du politique, par le désir, par des pulsions. Il se déplie dans nos existences de 1000 manières. Ce que disait Madame avant avec son intervention, c'est-à-dire on aime dans maintes directions. Il y a l'éros, mais il y a aussi l'amour qu'on a pour un parent, ou même des amours plus raisonnables, comme l'amitié, ou des choses comme ça. Donc voilà, ce livre, il organise le fonctionnement de ces textes qui finalement forment presque une histoire. Et la manière dont ces textes ont été conçus, moi je suis fabriqué comme ça. Quand j'éprouve quelque chose, ça produit des mots, en fait. J'ai besoin de mots pour le dire, l'exprimer. Peut-être un peu m'en débarrasser, et puis aussi rendre la chose moins despotique. Je pense qu'en mettant des mots sur les choses, on s'en empare et on parvient un tout petit peu à les domestiquer. Et puis, il y avait une intention plus rusée dans ces textes. C'était une déclaration d'amour à quelqu'un. Il s'était destiné précisément à quelqu'un, à quelqu'une en l'occurrence. Et c'est une manière de lui dire vois comme je t'aime, même si tu n'es pas là, on t'envie. Et quelque part, l'impudeur du geste d'exposer ces textes amoureux-là sur les réseaux sociaux, il revenait à ça. C'était chaque like était la preuve que tout ça avait de la valeur. Donc il y a une forme d'impudeur, d'histrionisme, et en même temps, au départ en tout cas, un geste désespéré. Et puis ça devient, à force, parce que ça dure longtemps et que cet amour passe par toutes les phases possibles et imaginables, ça devient une chronique. Et si c'est pas trop mal fichu, je pense que les mots que moi j'ai employés pour mon compte, ils reviennent aussi à décrire la vie un peu de chacun, parce que ces expériences-là, le besoin, le manque, l'absence, les dimanches et les voyages, les Noëls et les séparations, les rabibochages et les ruptures finales, tout ça, ça nous concerne tous. Alors, vous parliez de pudeur, je serais peut-être un peu impudique, mais quelle est la nature de cette relation amoureuse? Passionnel. Ça commence, ça commence clandestinement.
un adultère, et puis ça s'officialise, et puis ça prend toutes les formes possibles et imaginables, c'est-à-dire au départ, oui, c'est clandestin, donc qu'est-ce que c'est qu'aimer clandestinement? C'est quand même aimer de manière dissymétrique, puisqu'on aime quelqu'un peut-être qui n'est pas là, qui n'est pas disponible, qui a une autre vie que vous. Et puis, mais encore une fois, ça s'étale sur 5 ans, donc ça explore toute la palette de ce que ça peut être une passion amoureuse aujourd'hui. Et quand je dis aujourd'hui, c'est pas que je veux être moderne à tout prix. Alors s'il y a bien quelque chose dont je me fous, c'est d'être actuel. Mais bon, je veux dire, j'ai quand même usé des réseaux sociaux. Parfois avec malignité quand même. C'est une manière aussi de s'attacher à quelqu'un, de lui écrire des lettres comme ça et d'exposer son amour de cette façon-là. Et puis il y a tous ces textos qu'on s'envoie, tout ce bien et ce mal qu'on se fait à distance grâce à son téléphone, tout ça quoi. Alors la forme du texte justement fragmenté, tu as un peu un clin d'œil à la forme de cette relation aussi fragmentée. J'aime bien cette interprétation, mais je crois que surtout c'était les limites d'Instagram. C'est-à-dire que j'avais pas tout l'espace devant moi pour écrire. J'étais contraint par la longueur qu'autorise le médium en fait. Mais à la fin, le côté effectivement fragmenté, rhapsodique, c'est-à-dire des juxtapositions de petits morceaux qui essayent de faire à la fin une mélodie qui ait du sens. En fait, j'y avais pas pensé, mais j'aime bien l'idée. Je m'en resservirai, je pense. C'est toujours bien de justifier a posteriori des choses qui se sont faites aléatoirement. Et donc, oui, c'est vrai, ça correspond assez à rupture de rythme qu'il y a eu dans cette histoire, mais j'avais pas eu l'idée d'une cohérence fond-forme à ce point-là. Voilà. Alors, on parle d'amour, mais peut-être qu'on pourrait lire aussi un passage sur l'amour. Sur l'amour. Les années ont passé. Plus jamais nous n'aurons 30 ans, ni même 40. Nous avons appris la peine, les rides, et tué en nous des fleurs qui ne pousseront plus. Nous ne serons plus jamais des enfants. Te souviens-tu des nuits en plein jour, des minutes volées, des disputes automatiques, de la tendresse quand même, et dans le noir, ton sourire qui disait viens? Est-ce qu'il t'arrive de revoir parfois le plomb effroyable du soleil sur les eaux perpétuelles de la Méditerranée, une île parfaite, et les bêtes que nous étions dans l'air climatisé? Te souviens-tu d'un dimanche et des transats sous le cerisier? Moi, j'ai tout gardé en mémoire. Tes mains, ton ventre, ta bouche, ce cheveu blanc et la bouderie de tes réveils, la mer, les mots croisés de Pérec, la neige, les loups, le reste. J'ai conservé le souvenir exact de tes jambes et de tes larmes, de certains mots chirurgicaux, de certains regards béants comme des portes ouvertes, et de ta main dans la mienne un matin devant la gare. J'ai mis de côté chaque détail, tes dents, l'odeur de ta nuque, tes ongles rongés, tes mégots partout, une nuit, du blanc et des fruits de mer, ta voix de grande fumeuse au bout du fil quand j'écrivais « Appelle-moi », ta silhouette accroupie dans une librairie, les poignées de ton armoire, le miroir où nous osions tout, entre deux soupirs. J'ai mis dans mon ventre l'immense réserve de notre histoire, les coups de poignard, nos corps en nage, les draps à tordre, et nos doigts qui se trouvent, les départs en vacances, le café en vitesse, un Noël plein d'enfants, et nos mots tout faits, la langue que nous avions inventée. Car tout amour est une peuplade indigène, avec ses rites, sa grammaire, ses ennemis, ses sacrifices, et les semailles qui referont le printemps. Et je suis plein de ces graines qui portent en elles, repliées et fragiles, la possibilité d'une dernière récolte. Je tiens tout, ne t'en fais pas. Un jour, je ferai ce geste idéal et circulaire, et jetterai sur le sol éventré la semence de nos heures perdues. En attendant, je suis dans la lente patience du recommencement. Je t'attends,
ruminant sans fin cette si belle douleur, ce sort infernal qui est de ne vivre que pour t'aimer. Magnifique. Merci. Et puis, on ressent vraiment bien cette relation entre l'intime et l'universel qui traverse chacun de vos textes dans ce passage-là. Oui, c'est quelque chose qui n'était pas délibéré au départ dans ma démarche littéraire, mais dans la tentative d'être juste, là je parle des romans et puis ensuite de ces textes-là, en cherchant le bon mot, en essayant de qualifier les choses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire pas en pensant à d'autres romans, mais en partant de ce qu'on éprouve et de la vie qu'on a menée. Si on vit bien et qu'on détourne les choses telles qu'elles sont, l'expérience personnelle, l'intime, se hausse vers quelque chose de collectif et de partagé. C'était pas délibéré au départ, mais je m'en suis rendu compte. Et quand j'écrivais des romans et que j'en faisais la promotion, comme ce soir, je voyais des gens venir me voir après et me dire tel personnage chez moi, ce que vous dites là, je l'ai vécu, etc. Et ces textes-là, en parlant d'amour, et c'est pour ça aussi que le livre vaut le coup, parce que sinon ce serait juste une purge narcissique, ce qui est très possible, j'en suis capable, mais si ça vaut un peu le coup, c'est parce que quelque part, il y a une dimension qui déborde ma seule expérience. Alors, parlons de l'autre amour, c'est celui de la paternité. Vous racontez la relation parent-enfant dans ce texte. Alors, comment la paternité a influencé votre écriture? C'est la même chose. C'est-à-dire, dans l'intro, je pars de ça. Il me semble toujours que la vie était un peu au-dessus de nos forces. Alors, vous peut-être pas, mais moi si. Ça rame dur, quoi. Et alors en amour, moi par exemple, j'ai aimé très très longtemps à sens unique. C'était assez pénible. Bon, à la fin, ça a donné leurs enfants après eux, tant mieux, mais ça a duré longtemps, quoi. Et le travail, c'était au-dessus de mes forces aussi pour plein d'autres raisons. Et être père, ça m'a semblé, et ça me semble toujours maintenant, beaucoup trop gros pour moi, en fait. Alors, à la fois, dans la charge que ça représente, le niveau de saturation. Mon fils, il a 11 ans aujourd'hui, donc c'est moins grave. Mais les journées commencent quand même à 8 heures par « Papa, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» Là, c'est déjà trop pour moi. Donc, il y a un côté pratique dans le too much, et puis il y a aussi une qualité d'amour qui est d'une intensité qui est vraiment au-delà de ce que moi j'arrive à contenir. Donc il faut bien le dire, quoi, et trouver des mots pour le faire. Et puis alors le dernier truc qui est vraiment insoutenable, c'est le passage du temps. C'est-à-dire que ils ont beau nous faire chier, on sait par avance qu'on va regretter ces moments. Et moi, je vis beaucoup les choses au futur antérieur, c'est-à-dire quand je le vois jouer dans sa chambre, les choses comme ça, je le regarde, je me dis, ça aura été. Un jour, ce sera fini, et je n'en aurai plus que le souvenir vague. Et donc, il y a une tentative de retenir le sable qui me coule entre les doigts, en fixant à la fois des gestes, des détails, des sentiments, mais son fils, c'est pas la moindre des passions dans une vie. Oui, il est aussi question de relation avec votre père aussi. Toi qui n'as jamais vraiment cru à la parole, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? C'est chiant quand on écrit des trucs intimes parce que vraiment il faut en parler. On va parler de l'universel. Non, mais je me dérobe pas, mais mon père, il était pas. Je veux pas en faire un paysan taiseux et dur au mal. Ce serait un peu un peu exagéré. Mais bon, disons que l'usage des mots qu'il avait, c'était pas le même que le mien, et que peut-être que les choses les plus
essentielles ne trouvaient pas de mots pour être dites. Et que moi, finalement, j'ai vu l'inefficacité du langage entre mes parents, l'espèce de glissement de la langue à la surface des choses, comme si elle ne pouvait pas aller chercher ce qui était fondamental, comme si les vrais tourments ne pouvaient pas s'exprimer vraiment. Et moi, je passe ma vie, en fait, à qualifier des choses qui n'étaient pas dites quand j'étais petit, quoi. Et puis, c'est bien, on aime nos parents et tout ça, et puis un jour, ils cessent d'être forts. Et devant le spectacle de cette vulnérabilité-là, et le fait de devenir à son tour le parent de ses parents, là aussi, on est pris par quelque chose qui est très au-dessus de nos forces. Donc voilà, bon, moi, j'allais dire, je pourrais le dire à un psy, mais je l'écris, mais en fait, je fais les deux. Et l'écrire, ça me permet de régler mon psy. Alors, on va prendre un peu de distance par rapport à l'émotion. On va parler un peu plus de votre collaboration avec l'artiste Aline Zalco. Donc, comment cette palette de couleurs crépusculaire, flamboyante, comme vous disiez, dialogue-t-elle avec le texte, finalement? Alors, quand on a conçu le livre, initialement, le livre, c'était une idée de la destinataire des messages, d'ailleurs. Bon, après, elle était moins d'accord, mais au départ, ça vient d'elle. Et donc, on a conçu ça avec Emmanuelle Lay, qui est éditrice, et on s'était dit, un peu comme des choses qu'avaient fait Éluard et Man Ray, enfin, ce genre d'ouvrage qui mélangeait art plastique et poésie, qu'on voulait faire un beau livre, mais en même temps, pas un livre à 300 balles qu'on met sur sa table basse, un livre qui tient dans la poche, que tout le monde peut lire, et qu'on peut feuilleter aux toilettes si ça nous chante, quoi. Donc voilà, l'idée quand même, c'était de construire un objet. Et moi, on a réfléchi quels étaient le type de dessin qui pourrait convenir. Et moi, j'avais repéré le travail d'Aline Zalco parce qu'elle avait illustré la réédition de Polar des années 70-80 de Fajardi. Et j'avais beaucoup aimé son travail. Et notamment, elle a différentes veines, mais elle a fait des couvertures, des fausses couvertures de pulp. Alors les pulp, vous savez, c'est ces polars très populaires, bas de gamme qu'on faisait aux États-Unis. C'est de là que ça vient le terme pulp fiction, par exemple. Et moi, j'aimais bien ce côté un peu la nuit, les hôtels, les chambres clandestines, une valise ouverte, un paquet de cigarettes sur une table à côté d'un téléphone. J'étais très séduit par cette idée-là, et en même temps par le flamboiement de ces couleurs, parce que le texte est assez dense, et quand même, on se refait pas mal mélancolique, et je pensais que c'était bien d'y faire rentrer de la couleur, du soleil, et oui, que ce soit une petite chapelle gothique. Alors, le temps qui passe, voilà, est une des grandes questions de ce livre, de tous vos romans d'ailleurs. Pourquoi avoir choisi de débuter ce recueil en réfutant le pouvoir enchanteur de la littérature avec il n'y a pas de temps retrouvé? Alors, par moment, quand on est un peu malheureux en amour, on a tendance à vouloir tout jeter. C'est-à-dire qu'on a des gestes de colère, de dépit, et que je trouvais ça bien de commencer le recueil sur un texte dont la première phrase est « La littérature ne peut rien », qui est quand même un aveu d'impuissance radicale. C'est-à-dire que quand on dit ça, c'est qu'on est arrivé au bout, quand on est quelqu'un comme moi. C'est-à-dire que même ça, il n'y a plus de sublimation possible, finalement rien ne sera retenu, et face à ce que j'éprouve, Proust, on n'a rien à foutre en fait quand on est dans le mal. Voilà. Donc ça part de ça, et de cet aveu d'impuissance-là et de nudité. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de chiquet. On ne prétend pas que la culture, la civilisation peut nous sauver des affects qui nous foutent par terre. Et en même temps, le livre, la manière dont il est composé, il tente quand même de réfuter cette proposition initiale, de se dire peut-être quand même que dans les filets de ces textes,
quelque chose sera conservé, quelque chose aura été dit plutôt que pas, et j'aurais pas été, nous n'aurons pas été que des bouchons ballottés sur les flots. En tout cas, j'ai bien aimé ce pied de nez à Proust, quoi, dedans. Alors, vous alternez le je, le il et le tu aussi, et même en vous adressant à vous-même. Alors, quelle signification revêt pour vous ce changement de perspective? Est-ce qu'il y en a une, en fait? Alors, je pense que ce serait à des gens de votre espèce à faire cette analyse, parce que souvent, moi, je ne suis pas très conscient des mobiles qui meuvent qui déterminent mes choix, mais quand même, dans l'usage des temps et dans le choix des pronoms, et donc du point de vue, il y a des recherches de tonalité. C'est-à-dire qu'écrire au passé, c'est pas comme écrire au présent. Dire tu, c'est pas comme dire il, etc. Et qu'à chaque fois, ça donne à un texte un certain grain de voix, une certaine, presque un toucher, oui, particulier. Et c'est pas la même chose. Enfin, je veux dire, un texte, c'est aussi un tissu, c'est une musique, c'est une qualité de lumière, c'est presque... Un texte, c'est un climat. C'est-à-dire que c'est un ensemble, un agencement de sensations dans lequel on entre. Et le choix du pronom là-dedans est déterminant. Mais moi, quand je vous dis ça, je le théorise a posteriori. Quand je le fais, ça vient de manière assez intuitive. Et les grands textes du tu, par exemple, il y en a un, moi, que j'adore, j'en parlais dans le texte que je viens de lire, Pérec, dans Un homme qui dort, il fait tout un texte à la deuxième personne du singulier, et ça donne un tempo à la fois brutal, parce que accusatoire, est-ce que c'est le lecteur? Est-ce que c'est le narrateur qui se prend à témoin? Est-ce que c'est un effet de miroir? Est-ce que c'est une forme d'auto-analyse, etc. Enfin, c'est pas innocent, en tout cas, même si c'est pas très concerté. Il est question d'un étudiant donc dilettante dans ce roman de Georges Perec. Et à un moment, peut-être que vous l'avez été un peu quand vous lisiez Bukowski à une certaine époque. Enfin, c'est marrant, vous passez toute votre vie, à un moment, en accéléré, comme si c'était la fin, que vous regardiez votre vie défiler un dernier instant, en fait. Oui, un peu. C'est un très beau passage aussi que j'ai beaucoup aimé, celui-là. Oui. C'est lequel? À la fin. Il y a ce passage où vous vous adressez à vous-même. Ah oui, je me souviens plus. Oui, parce que alors, je ne me relis pas. Mais oui, bah écoutez, je sais plus. Bon, passons. Voilà, alors, je vous fais confiance. Il y a un passage qui, pour moi, alors page 34, qui fait écho à la poésie de Ronsard. Alors, je vais juste en lire une phrase. C'est pas mon. Alors, je ne ferai pas cet aveu ridicule. Ces trois mots qu'on se dit tard, au lit dans le noir. Tu ne l'as pas su et un jour, nous serons vieux et lents et bientôt morts. Que représente Ronsard pour vous? C'est une influence consciente, une influence consciente dans ce texte? Je ne pourrais pas dire ça, mais en revanche, le sentiment de la fugacité du temps qui a chez Ronsard et chez tant et tant de poètes et de poétesses en réalité, c'est que tout passe et nous échappe en fait. Ça c'est un motif qui court, je pense, dans énormément de livres et qui, jusqu'à un certain point, est le vrai personnage de tous mes bouquins en fait. Si vous regardez tous mes livres, à chaque fois il y a des ruses, des dispositifs littéraires, des manières de faire sentir ça. À la fois le passage du temps, la mélancolie, leurs enfants après, puisque c'est celui que les gens ont le plus lu, le fait de choisir 4 étés et de laisser des ellipses entre chacun de ces étés, c'était pour moi une manière de faire sentir que le temps passait entre chaque et nous affectait, même s'il n'était pas donné ce temps-là, puisqu'on le roman ne le donne pas, le temps des ellipses. On ne sait pas ce qui s'y est passé en grande partie, mais on retrouve les personnages qui ont été affectés à chaque fois. Ils ont grandi, ils sont embellis, ils ont des cicatrices, ils ont vieilli, ils se sont ruinés, ils se sont perdus, etc.
Oui, bah voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le futur antérieur. Moi, c'est le temps auquel c'est le temps de mon existence. En fait, je suis tout le temps en train de me dire, merde, dans le présent, moi, c'est hanté par l'idée du c'est déjà fini, quoi. Oui. Alors, il y a aussi ce passage qui est celui, un de mes préférés, qui est celui où vous faites une éloge de la paresse quelque part et du temps pour soi, opposé au temps qui est monnayable, au temps asservi par la société. Alors, c'est un peu moi, je trouve que c'est un peu le cœur du roman. Est-ce qu'on pourrait en faire une lecture? Je crois que c'est à la page 68 ou 58. Alors, effectivement, c'est un éloge de la vie pour soi contre le travail. Et ça a été publié au moment de la réforme des retraites. Quelque chose dans les événements semble chercher en nous ce qu'il y a de plus précieux pour le réduire, l'organiser, le faire passer de l'intime au monnayable. Ce temps qu'on veut nous prendre pour équilibrer des comptes, satisfaire des créanciers, rassurer les marchés et complaire à l'ego d'un homme qui se sent d'autant plus juste qu'il a raison contre tous, ce temps-là, c'est celui du dimanche et de la pluie, des balles et des guinguettes, des mélancolies vaines, des chansons tristes, des enfants endormis sur nos genoux, des couples qui se tiennent la main, le temps du cours de l'eau et des passants qu'on regarde depuis la terrasse d'un café, le temps passable où peut-être nous n'avons plus rien à faire que respirer et écouter les bruits d'un jardin. Ce temps n'est pas seulement celui de la retraite ou des loisirs. Il est le moment de la vacance, temps suspendu, où soudain nous levons le nez du guidon, émus, conscients de ce qui se passe, de ce qui reste, temps du passé simple, de l'imparfait, du futur antérieur, conjugaison de la profondeur, de la fugacité et des permanences, paresse profonde qui fait germer ces pensées auxquelles la performance fait constamment la chasse et qui sont comme de petites voix sombres. Écoute, tu n'as pas l'éternité pour toi. Il te faut vivre et aimer tout de suite. Ne te laisse pas dépouiller de ta maigre durée. Ne deviens pas cette pure machine occupée à la richesse des autres. Cabre-toi. Il n'y a pas d'après. Aucun calcul ne justifie que tu cèdes encore sur l'essentiel. Oppose ton désir à la cadence. Désespère la volonté qui courbe ton dos. Sois sûr qu'un lit t'attend tout au bout et que tu y seras seul pour faire le décompte de ta joie. Ne laisse pas l'ogre des ordres d'ensemble et les grandeurs générales te convaincre de céder une autre seconde que tu aurais pu consacrer au libre exercice de ta force. Ne te rends pas. Tu as trop donné de ta vie déjà. Waouh, ça reste. Je voudrais dire que mon exemplaire a été lu par Nicolas Mathieu. Voilà, alors, ce temps libre et gratuit, oui, il est de moins en moins valorisé aujourd'hui, quoi, finalement. Bah, en tout cas, l'individu a toujours affaire avec la société. C'est bien qu'il y ait une société, une organisation du travail, etc. Mais tout est question de rapport de force. Et je pense qu'on doit se cabrer pour ne pas tout céder à un fonctionnement général. Chez le philosophe Alain, il y a beaucoup ça, enfin, l'idée que effectivement la société est nécessaire, mais qu'elle n'a pas tous les droits sur nous, et que notre temps de vie n'étant pas éternel, il faut parfois lui résister pour ne pas devenir sa matière première, en fait. Tout conspire dans nos sociétés aujourd'hui à nous rendre inconscients du fait que nous avons une durée finie. On a l'impression d'être dans un perpétuel présent. Et un jour, on se réveille, on se regarde dans le miroir, oh fuck, c'est trop tard. Je pense que la littérature, entre autres, elle doit nous faire prendre conscience
elle doit nous désespérer quelque part pour nous faire agir en connaissance de cause. Notre temps n'est pas infini, et donc il ne faut rien lâcher. Mais alors, en tout cas, de manière générale, voilà, vos romans sont imprégnés de mélancolie, de critique sociale, et je vais peut-être vous poser une question encore sur ce roman avant de passer à Connemara ensuite. Et c'est une question qui touche à quelque chose qui est intuitif pour vous, et peut-être comment vous conciliez finalement l'intime et le politique? Alors, il y avait ce que je disais tout à l'heure sur le fait que quand on vise juste, quand on essaye de toucher juste en littérature, il me semble que tout de suite on touche quelque chose qui est collectif. Donc en fait, les rapports entre l'intime, le politique, l'intime, le collectif, l'art, le politique, le local, le global, etc., ça ne cesse pas de circuler, ces affaires-là. Il n'y a pas vraiment de frontières imperméables. Et il me semble que même... après, il faut bien définir ce que c'est que le politique. Le politique, c'est pas choisir entre Macron et Marine Le Pen. Le politique, c'est... voilà, là, on vit un moment politique. On est dans une pièce, on est plus de deux, et on essaye de s'en arranger quand même. Ça, c'est un moment politique. C'est-à-dire que chacun ici a un conatus, une volonté d'être pour lui-même, un désir de persister dans son être. Voilà, il a ses intérêts, ses envies, son histoire, etc. Et tout ça, ça produit des tensions, mine de rien. Par exemple, il y en a qui toussent. Hein? Ça existe, ça se produit. Moi, je suis irrité, mais je suis poli. Ça, c'est politique, vous voyez? C'est-à-dire qu'on fait en sorte de vivre ensemble parce qu'on en a besoin et que c'est impossible en même temps, etc. Et que ça marche à l'échelle d'une salle, mais ça marche aussi dans le couple, dans la famille, au travail, etc. Et que dans un roman, moi, je veux dire, même les scènes de sexe, elles sont politiques. Enfin, chez moi, je veux dire, dans mon travail. Et je pense qu'il y a du politique dans à peu près partout, mais ça ne veut pas dire que tout se résume à la politique. Voilà. Alors, votre précédent roman, Connemara, évoque des fractures sociales, aussi une réconciliation avec soi-même à travers la rencontre de deux personnages, de deux quadragénaires, Hélène et Christophe. Alors, c'est un roman qui se passe dans le Grand Est. Alors, ils incarnent deux trajectoires très, très différentes, voire opposées. D'un côté, l'ambition, le succès, de l'autre, l'abandon, la résignation. Comment vous avez construit ces personnages? La résignation, c'est pas tellement ça. C'est qu'il y en a une qui remplit le cahier des charges élémentaire de ce que c'est que l'idée de la réussite aujourd'hui, puis il y a un autre qui se laisse un peu vivre, mais en fait il a des potes, un fils, un père, il joue au hockey, il a une existence qui vaut le coup. En fait, je pense que ce roman, il est né à la jonction, comme toujours, de plusieurs colères, fixations et sentiments. Quand j'avais fait la promo de Leurs enfants après eux, on m'avait beaucoup dit vos personnages ils sont sympas, mais quand même ils ont des vies de merde, et ça m'avait un peu heurté parce que je m'étais dit mais alors c'est quoi une vie qui vaut le coup pour les gens? Qu'est-ce qui fait qu'on juge que quelque chose est réussi ou raté? Qu'est-ce que c'est qu'un accomplissement dans l'esprit de l'époque? Et le roman il pose tout le temps cette question-là. Qu'est-ce que c'est qu'une vie qui est réussie? Donc, est-ce que c'est Hélène qui coche toutes les cases une après l'autre, de la réussite scolaire, réussite financière, qui a la bonne voiture, le bon appartement, le bon job, etc. Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Et puis, il y avait autre chose, c'est les élections de 2017, moi, qui m'avaient beaucoup secoué, parce qu'à la fin, se sont opposées deux France, qui sont les deux France dans lesquelles moi j'ai un pied, en fait. C'est-à-dire la France d'où je viens, et qui vote un peu RN, puis la France où j'arrive et qui vote un peu Macron. Et la haine et le dédain qui circulaient de part et d'autre, moi, il me secouait beaucoup, parce qu'en fait, la ligne de démarcation entre ces deux France, elle me passe au travers, et que je me sens très tenaillé, et que face à un macroniste convaincu qui pense être du côté de l'ouverture au monde et de l'humanisme, j'ai tendance à à faire l'avocat du diable, et à l'inverse, quand je retourne au pays et qu'on bave sur les intellectuels et Paris, c'est pareil, ça m'emmerde aussi. Donc,
un roman, c'est aussi une manière de métaboliser des névroses et des angoisses, quoi. Alors voilà, au lieu de faire un essai, on crée des personnages, puis on voit ce qui leur arrive. Parce que quand moi je commence, j'ai pas une conscience très thématique de tout ça. Je me dis pas, je vais faire un roman sur tel et tel aspect, je vais les opposer, puis à la fin, ça sera intéressant parce que ça parlera de l'époque. Je suis travaillé par des trucs et ça produit des formes. Alors une forme, ça peut être un style, mais c'est aussi un personnage, une forme. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une silhouette qui contient en elle quelque chose, soit qui vous tourmente, ou quelque chose de l'époque, ou comme la stagiaire dans Connemara, Lison, qui est apparue comme ça, presque à mon corps défendant. Elle incarne quelque chose de la jeunesse actuelle dans un personnage plutôt que dans une série d'idées. Vous parliez de stagiaire, alors Hélène aussi travaille donc dans l'univers managérial. Vous parlez d'une idéologie managériale un peu. Qu'est-ce que vous avez voulu dire alors? Enfin, encore une fois, on revient. Alors un roman, ça sert aussi à se venger de la bêtise qu'on subit au quotidien. Et il arrive parfois que le règne du tableau Excel et du bullshit managérial vous accable très très fort. Et dans un roman, on peut s'en venger. C'est-à-dire que moi, j'ai passé beaucoup de temps en entreprise, dans des open space, à faire des procès-verbaux de réunion, etc. Donc, vraiment, le monde du consulting, du management, tout ça, je le connais quand même. Alors, moins aujourd'hui, parce que j'ai décroché, mais je le connaissais très à fond. Et c'est un monde, c'est un univers de pensée qui se vit comme allant de soi, qui se vit comme quasiment scientifique. C'est-à-dire que quand votre chef il dit des mots comme je sais pas, benchmark ou c'est dans le pipe, pour lui c'est la NASA, quoi. On fait décoller des fusées, c'est la vérité, quoi. C'est quelque chose qui et en fait pas du tout. Tout ça c'est du flan et de l'idéologie pure et dure. Donc comment un roman peut démonter tout ça et inverser la charge du pouvoir. Et alors ça, moi je suis très très flaubertien. Flaubert, il faisait ça tout le temps, c'est-à-dire que les formes de bêtises qui exerçaient une forme de pouvoir sur lui, ça va de la bêtise de Madame Bovary avec son romantisme. Enfin, la fameuse phrase Madame Bovary, c'est moi, c'est de ça dont ça parle. C'est-à-dire, moi aussi, j'étais un idiot qui prenait les livres pour la vérité, jusqu'à Homais et le discours républicain, automatique du 19e siècle, etc. Et il invente des personnages, des situations pour déconstruire tout ça et le tourner en dérision. Il y a ça beaucoup chez les Anglais aussi, c'est Swift ou des gens comme... Ouais, des satiristes, voilà, oui. Vous êtes bien placé pour le savoir. Donc voilà, moi je fais des romans qui sont pas trop dans la célébration de la vie, mais qui sont plutôt dans la vengeance. Je me venge de forces qui s'exercent sur moi ou sur la vie en général, le temps, mon chef, voilà, tout ce qu'on voudra. Et puis aussi, oui, c'est une guerre faite aux choses, pour moi, la littérature. Comme Gary disait que c'était une guerre faite à la vie. Ah oui, alors moi, moi, ça me va tout à fait, ça. Et on a souvent l'impression, et surtout maintenant, on a l'impression que la littérature, c'est la branche terminale des activités de loisirs et de développement personnel. Que c'est là pour nous remonter le moral et célébrer l'existence. Fuck no! On est là pour en découdre, quoi. Dieu sait qu'il y a des raisons de se battre. Bon, alors on va revenir un peu sur l'histoire. On parlait dans la voiture de la passion on parlait du hockey tout à l'heure. Parlez-nous de la passion de Christophe pour le hockey. Alors ça c'est un truc qui est un peu dans tous mes bouquins. Il y a des moments quand même où mes personnages sont avant tout des corps. Moi je les conçois comme ça et c'est assez détaillé sur ce qu'ils éprouvent tout le temps par la peau, les l'ouïe, tout. On est sans cesse renseigné sur ce qui leur passe à travers le corps.
Et dans tous mes bouquins, il y a des moments de sport comme ça, ou même de sexe, qui revient au même, où le corps expérimente des états presque limites en fait, soit de plaisir, soit de souffrance, soit d'exultation, etc. Et Christophe, lui, ce qui caractérise ce personnage, c'est qu'il a été un sportif de haut niveau à 17-20 ans et que c'est fini. Donc c'est aussi un outil de mesure du temps, ça. C'est-à-dire, en plus, j'avais l'impression qu'on disait beaucoup que les hommes, c'était pas un problème pour eux de vieillir, qu'ils en avaient rien à foutre d'avoir du bide et des cheveux blancs. Et pas du tout. Et que Christophe, c'était une manière de caractériser ça aussi, de se dire que le vieillissement, c'est notre problème aussi, et que sentir sa force décroître, sa beauté se faner, sa virilité se modifier, tout ça, c'est pas anodin. Et le hockey permettait tout ça, quoi. Voilà. Et puis en plus, ça donne des enjeux. Parce que vous savez, quand on écrit un roman, on cherche toujours à avoir une dramaturgie forte pour que les gens ne s'emmerdent pas, qu'ils ne se mettent pas à tousser devant le livre. Et que les enjeux, ça va, je plaisante, les enjeux sportifs, comme les enjeux amoureux, sont des formidables forces motrices pour une histoire. C'est-à-dire que un personnage tombe amoureux de quelqu'un, on se dit est-ce que ça va marcher ou pas. Quelqu'un fait du sport, on dit est-ce qu'il va gagner ou pas. Enfin voilà, vous voyez, c'est des comment dire, des locomotives narratives. Alors, on parlait avant du monde du travail. Alors on va parler de travail de Nicolas Mathieu, l'écrivain au travail, pour citer le titre de votre livre paru l'an passé. Est-ce que vous considérez d'abord l'écriture comme un métier, comme Stephen King ? C'est compliqué parce que derrière l'idée, tout métier mérite quelque part une rémunération, et que les métiers artistiques, c'est un peu compliqué de ce point de vue-là. Il y aurait beaucoup à dire, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, l'idée romantique qu'on peut se faire de quelque chose qui serait lié à un don initial et à une inspiration qui vous visite, non. Et c'est quand même des apprentissages de savoir, c'est de l'entraînement, c'est des efforts. Moi, je dis toujours que vraiment l'écriture, c'est principalement deux choses quand même. C'est de la disponibilité et de la discipline. C'est-à-dire qu'il faut se ménager du temps dans sa vie pour le faire. Et se rendre disponible, c'est presque la moitié du job. Hein. Parce que si vous n'avez pas le temps, vous ne le faites pas. Et puis la discipline, c'est-à-dire que ce temps libre que vous avez obtenu pour bosser, mais il faut l'investir d'un vrai travail. Et c'est important parce que l'écriture, c'est un muscle aussi. Et que pour être bien dedans, il faut le faire un peu quotidiennement quand même, quoi. Moi, c'est pas mon cas. C'est entre deux romans, j'ai des longs moments de latence où j'ai l'impression que j'y arriverai plus jamais, etc. Et pour me relancer à chaque fois, ça me coûte parce que j'ai un peu perdu la main, quoi. Donc, ouais, il y a un côté métier. Je pense que par moment, on a le sentiment d'avoir acquis des compétences. Et puis en même temps, à chaque fois qu'il faut faire une phrase, ça reste quand même assez balèze et on est confronté à sa nullité quand même très quotidiennement. J'imagine qu'un mec qui est devenu ébéniste, au bout d'un moment, son rabot, il fait le bon geste, quoi. Je trouve qu'en écriture, on fait beaucoup de mauvais gestes. Combien de G pour un résultat? Oui. Oh, c'est impossible à dire. Moi, je réécris même presque tout sur les épreuves. C'est-à-dire, les épreuves, c'est vraiment la dernière mouture, déjà montée comme un livre, et j'en réécris beaucoup avec au stylo, quoi, parce que je pourrais pas dire, mais moi, je corrige beaucoup. Et puis, donc voilà, comme je suis un peu paresseux, je me suis mis un peu un cadre, quoi. J'écris plutôt le matin, j'essaye d'écrire 1000 mots par jour quand j'écris, je me fixe des objectifs de chapitres par mois, des choses comme ça. En fait, ouais, c'est du boulot. Ouais. Oui. Mais alors, vos personnages ont aussi souvent ce sentiment de solitude. Souvent, en fait, de quoi cette solitude est-elle le nom, finalement?
notre condition, monsieur. Je veux dire, on est quand même assez... On pense à l'écriture et à la solitude. Je pense que tous, à la fin, on est quand même assez seuls. Je pense que j'essaie de pas reproduire une espèce de discours romantique un peu géniard, mais... Croyez-vous en l'inspiration? Mais on a tous des moments, le dimanche notamment, où on regarde sa vie et on se sent bien seul face à elle. On regarde ceux qu'on a perdus, les choses qu'on a loupées, les choses qu'on a réussies et tout, et on se sent, je sais pas, en tout cas moi, et ça ne veut pas dire que je suis pas un animal grégaire et que j'ai pas d'amis, d'amour, etc. Mais ça me semble quelque chose d'assez fondamental et en même temps d'assez désirable en fait. C'est-à-dire que là encore, la solitude et l'ennui ont des fonctions d'élucidation de la réalité qui, à mon avis, nous aident à faire les bons choix. C'est-à-dire que si vous êtes toujours pris dans un torrent de séries télé, d'ivrognerie avec vos potes et de course en avant dans le boulot, en fait, vous ne voyez pas ce qui se passe dans votre vie. Et qu'à un moment, pour dévisager ce à quoi vous avez affaire vraiment, ça exige un peu d'ennui et de solitude. Alors, pour revenir sur Connemara, parce que même on va revenir sur ce titre, c'est difficile de ne pas en parler. Enfin, qu'est-ce que représente cette chanson de Michel Sardou pour vous, en fait? C'est une chanson qui est très connotée politiquement aussi. En tout cas, c'est surtout le chanteur qui est connoté. Moi, j'ai voulu le chanter dans un karaoké, dans le salon du livre, ça a été compliqué. Moi, j'ai fait une tournée d'1 an avec Connemara, donc dans des librairies, c'est-à-dire essentiellement des gens qui écoutent France Culture, France Inter, Élise Télérama. On m'a fait la remarque fréquemment, hein. Vous êtes bien gentil, mais depuis, ça me tourne dans la tête. J'ai pas payé pour ça. Donc oui, il y a une connotation, mais ce roman, comme je disais, il s'intéresse il parle de cette élection de 2017, et enfin c'est des choses qui existent toujours, hein, mais la confrontation de deux France, et tout le roman, il s'ingénie à voir qu'est-ce qui nous rassemble et qu'est-ce qui nous sépare, où est-ce qu'il y a des ponts et où est-ce qu'il y a des frontières. Et cette chanson, elle a le mérite d'être les deux, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est connu de tout le monde, donc c'est du commun, comme la Marseillaise, quoi, et en même temps, vous savez, c'est la chanson qui clôture toutes les soirées de HEC et la chanson qu'on entend dans les bals populaires. C'est-à-dire que à l'endroit même où elle est commune, en fait, elle est diverse et signale des différences de conditions et de types d'écoute. Donc c'était un symbole, un roman, c'est une myriade de signes à interpréter comme ça. Et qu'on laisse à la liberté du lecteur. Et puis, j'avais envie de faire un roman un peu épique, c'est-à-dire qui monte en puissance progressivement. On sent un galop comme ça avec un climax qui est le mariage final, etc. Et voilà, le Connemara, ça me semblait être l'épopée à la portée des classes pavillonnaires. Et ça me convenait bien, c'est totalement ce que j'essayais de faire. M'incluant dedans, hein, parce que pour moi, pour le coup, je ne porte pas du tout un regard de dédain là-dessus. Et puis après la consécration culturelle que constitue le concours, mettre une chanson de Sardou sur une jaquette de livre, ça me semblait assez cool. Mais alors, est-ce qu'il l'a lu, Michel, finalement? Je ne sais pas s'il l'a lu, moi je lui ai envoyé en tout cas, mais il en a parlé quelque part. Il a dit, comme pour le reste, c'était un peu de la merde, je crois. Mais alors, on parlait du Goncourt, alors quelques mots sur votre roman, Leurs enfants après eux, qui vous a donc valu le Goncourt. Il est en train d'être, il est adapté au cinéma en ce moment, alors par Ludovic et Zoran Boukerma, c'est ça? Boukerma. Ouais. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous gardez un regard sur l'adaptation de ce roman? Racontez un petit peu cette collaboration. Il y a plusieurs personnes qui avaient eu envie de l'adapter dès 2018 à la sortie du bouquin. Moi, je me suis laissé
séduire par une proposition qui était celle de la boîte de prod qui est Shifumi, et à l'époque c'était Gilles Lelouch qui était venu me voir, et comme c'est un comédien donc il sait faire, je suis sorti sous le charme et j'ai dit banco. Alors moi je tenais pas spécialement à ce que le film ressemble exactement au livre. Moi je voulais que ce soit un bon film, et ce que je veux dire, ça va pas être totalement identique. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, les réalisateurs derrière. Mais j'avais quand même un souhait, c'est que ce soit un peu comme l'ambition du roman, c'est-à-dire une fresque. Que ce soit pas un petit film social à hauteur d'épaule qui suit les déboires de gens qui subissent. Il fallait qu'il y ait un peu de souffle, de la vitesse, de l'ivresse, beaucoup de musique, enfin que ce soit un producteur, il dirait une promesse généreuse. Vous voyez ce que je veux dire ? Et qu'il y ait un peu de moyens, que ce soit du cinémascope, quoi, voilà, qu'on sente que ça pousse derrière. Et j'ai pas contribué au scénario parce que je venais d'avoir le prix Goncourt et que j'avais très peur de plus jamais écrire de roman, et que je m'y suis consacré après que ça a donné Connemara. Écrire pour le cinéma, ça peut être très long, puisque tout le monde vous fait refaire tout le temps. Vous aviez en tout cas une petite idée du talent des réalisateurs, j'imagine. Alors oui, les frères Boukarma, après, donc Gilles Lelouch n'avait pas le temps finalement, puisqu'il faisait un petit film là qui vient de sortir. Et donc c'est les frères Boukarma qu'on m'a présenté, et qui avaient fait Teddy, qui est un film de loup-garou, et dans lequel il y avait à peu près tout déjà, ce qu'il fallait pour leurs enfants. Après eux, des fêtes d'ados autour de piscines, un gamin a mal dans sa peau, une manière de filmer à la province, et le mobilier rustique dans des pavillons, c'était ça, quoi. Donc la promesse, enfin il y avait ce qu'il fallait dedans. Et puis vous savez, leurs enfants après, ça doit beaucoup à Bruce Springsteen. Et notamment à une chanson qui s'appelle The River, et il s'avère qu'un des frères a tatoué derrière l'oreille Born to Run, une chanson de Springsteen. Donc quand le destin vous fait des clins d'œil, il faut pas insister, il faut dire oui, quoi. Alors bon, revenez un peu sur ce jour. C'est une question qu'on peut pas ne pas poser. Ce jour où vous avez reçu le prix Goncourt, est-ce que vous vous en souvenez? Oui, j'ai pas de très bonne mémoire, mais là c'est gravé. Alors déjà, moi, on m'avait prévenu depuis le début que ce serait pas moi. Donc, parce que Actes Sud l'avait eu l'année précédente, et qu'en général, une maison l'a pas 2 années de suite. Parce que c'est un tel enjeu, voilà quoi. Mais à telle enseigne que le matin même, Françoise Nissen, qui était la patronne d'Actes Sud, était venue me voir, elle m'avait serré la main très chaleureusement, et m'avait dit Nicolas, c'est déjà un formidable parcours que vous avez accompli. Sous-entendu, c'est mort. Mon éditeur m'avait dit, après on fera le déjeuner de la loose, ne t'inquiète pas. Donc il avait déjà réservé une table. Mais je le prenais bien, je savais, c'est le jeu, quoi. Il faut être prêt. Et puis bon, finalement, ça tombe sur moi. Et là, c'est Cap Canaveral, quoi. Ça décolle, et vous orbitez pendant presque 2 ans, en fait. C'est très brutal parce que toute votre vie change en une journée. Alors non seulement vous vendez beaucoup de livres et vous êtes moins tendax sur les fins de mois, mais le regard des gens sur vous change, mais dans la journée. C'est-à-dire que la veille, moi, j'étais un kidam, mais voilà, quoi. Et le lendemain, j'arrivais dans des villes, il y avait le préfet qui me serrait la main et qui me disait « je suis très content de vous recevoir » et tout ça. Enfin, il y a un côté, vous savez, couronne de plumes de chef indien, quoi. Après, on se trimballe, les gens vous regardent, quoi. Et en même temps, on devient un objet comme Miss France, quelque part. C'est-à-dire, on vous fait tourner, quoi. Ouais. Je veux dire, dans les salons, dans les rencontres, dans les machins, vous êtes... il faut faire le job. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça un peu que je l'ai vécu. Et puis après, alors, il faut se remettre à bosser. Et là, c'est très, très dur parce que... C'est ça, la grande question. Parce que c'était votre 2e roman, ouais. Il me semble, en plus. À 40 ans, vous savez que vous ferez déjà
plus jamais autant de ventes. Il y a alors là, pour les mélancoliques, c'est parfait. Hein. Là, ça a été, c'est sûr. Et donc, il faut non seulement surmonter ça. Alors, on n'écrit pas pour le succès, mais quand même se dire qu'on a atteint un certain point culminant à cet endroit-là, et ça demande un peu d'être digéré. Et puis, tout le monde vous aime, et vous savez que ça va pas durer, quoi. Qu'on vous attend un peu au tournant, que peut-être vous allez faire un truc moins bon et qu'on va vous le dire. Et puis depuis, quand même, les gens me disent « Ah, Connemara, c'était quand même bien. » Sous-entendu, et alors là, j'exagère un peu parce que il y a vraiment des gens qui... Il y a des gens qui préfèrent même Rose Royale ou Aux Animaux la guerre. Chacun a son petit bouquin de prédilection. De ce côté-là, ça va à peu près. Mais ça... Il faut avoir une bonne santé mentale. Et ce n'est pas totalement mon cas.